maintenant au grand maître, si vous voulez bien, de prendre la parole, sachant qu'encore une fois qu'on verra notre temps de table ronde avec d'une part ce qui est la partie plutôt réflexe, donc ce qui est comment ça s'est passé, et puis l'autre qui nous intéresse au moins autant, mais encore une fois il faut se baser sur le passé pour avancer, et qui est les perspectives. Alors il y a déjà des choses dans le tube, grâce à certains qui sont, et certaines, pardon, de la solidarité féminine qui sont déjà bien toniques, et on va continuer. Voilà, merci Bernard, c'est à vous. Écoutez, merci Anne-Marie, merci à mon tour à Cyril qui a bien voulu accueillir cette initiative. Moi je me félicite que nous ayons l'occasion de nous repencher quelques mois après que les Jeux Olympiques se soient déroulés, et les Jeux Paralympiques, l'occasion de se repencher sur la méthode qui a été utilisée pour la préparer, notamment sur les aspects sociaux. On verra un peu plus en détail, je crois, tout à l'heure, notamment sur les questions liées aux conditions de travail, à la sécurité. Mais je voudrais pour ma part revenir moi sur un peu l'origine de la démarche, et insister sur un premier point, à savoir que cette démarche de charte sociale pour la préparation des Jeux Olympiques a été une première mondiale, et une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. Alors au final, on s'interrogera peut-être pour savoir si de cette première pourrait y avoir d'autres épisodes, ce sera souhaitable, et dans la mesure où je crois que nous avons fait preuve de réussite au fil des mois, au fil des années, parce que c'est un travail de 10 ans, la préparation de ces Jeux en France. Et s'agissant de la charte, je dirais même que son idée est antérieure, puisque la première fois qu'on l'a évoquée, en tout cas que je l'ai évoquée, c'était dans l'hypothèse de la candidature de Paris 2012. Donc on a commencé à discuter du principe d'une charte au début des années 2000. Alors 2012, comme chacun sait, Paris n'a pas été sélectionné, c'est Londres qui avait été retenu, mais nos efforts, il y avait déjà une prémisse de charte rédigée pour l'échéance 2012, a quand même servi de base pour élaborer la charte de Paris 2024. Alors l'idée principale, elle est relativement simple. L'idée, elle vient des organisations syndicales françaises. Et ça, je crois que c'est aussi un point à soulever. On est parfois critique, et après tout, les organisations syndicales sont aussi critiquables comme d'autres structures, comme d'autres organismes. Mais là, elles avaient pris l'initiative d'exiger du contenu dans l'hypothèse de Jeux Olympiques en France. Aussi parce que les organisations syndicales avaient des contacts avec des homologues d'autres pays qui avaient déjà organisé des Jeux Olympiques, et donc, comme les populations avaient pu constater que ça n'avait pas toujours été très profitable pour les populations qui accueillaient ce genre d'épreuves. Il y a même eu, après coup, des villes organisatrices, voire des pays, qui se sont dit s'être mordus les doigts à cause de facturation, de coûts des épreuves, d'infrastructures parfois trop démesurées, enfin bref. Et donc, il était pour nous important de cadrer l'espace social dans lequel allait se préparer ces Jeux, parce que l'autre des caractéristiques, c'est que c'est le genre de grand événement, et de ce point de vue-là, je pense que le Comité international olympique a une part de responsabilité, s'organise ou s'organisait sans qu'il y ait de véritables préoccupations sur le sort de ceux qui préparent les Jeux Olympiques. En règle générale, ce qui attire d'abord, c'est la dimension sportive, et c'est normal, c'est un rendez-vous, c'est d'abord un rendez-vous sportif, un rendez-vous de compétition, mais pour qu'il y ait des compétitions sportives, surtout à cette échelle, il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pendant plusieurs années. Le chiffre de référence que nous avions au moment des Jeux, c'est de considérer qu'il y a à peu près 200 000 travailleurs en France qui ont convergé pour l'organisation de l'événement. Donc c'est quelque chose de considérable, et au-delà du nombre, c'est à peu près 30 000, là je parle un peu sous le contrôle de Yann, à peu près 30 000 pour les chantiers. Il en reste encore 170 000 dans de multiples filières professionnelles très différentes les unes des autres. Ça va du commerce au transport, à la logistique, à l'accueil, au tourisme, à l'hôtellerie, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. La sécurité privée, dont on a beaucoup parlé, parce que ça faisait partie aussi des secteurs sur lesquels il a beaucoup fallu travailler
pour être à la hauteur de l'événement et des besoins. Enfin, bref, il y avait un défi qui était considérable pour l'organisation d'un événement de cette dimension. Et puis parce que c'est des jeux en France. Et par comparaison, nous ne pouvions pas accepter l'idée que des jeux s'organisent comme ils s'étaient organisés dans des pays où le standard social n'avait rien à voir. C'est beaucoup plus facile, je dirais, effectivement, pour les organisateurs, de trouver de la main-d'œuvre corvéable à merci dans des pays où la réglementation sur le temps de travail, la législation en général est très faible, voire inexistante, et où le droit syndical, par exemple, est même interdit. Il y a des pays comme ça qui ont été sélectionnés pour organiser de grands événements. Et donc, à partir de là, on s'est mis à rédiger cette charte, c'est-à-dire 16 engagements, je ne vais pas les décrire tous dans le détail, mais qui recoupent les 3 moments liés aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire la phase de préparation, qui a été naturellement la plus longue, plusieurs années, la phase de déroulement, les conditions sociales dans lesquelles les Jeux vont se dérouler, pour les travailleurs qui participent à son organisation, et puis l'après Jeux Olympiques. Alors depuis, on utilise le terme héritage. Je vous avoue que moi, personnellement, je suis assez hésitant, parce qu'en général, quand on parle d'héritage, c'est qu'il y a une catastrophe juste avant. Donc c'est un peu mortifère. Voilà. En tout cas, avoir la volonté de mesurer, une fois l'événement passé, quelle est la trace durable qu'il laisse dans le pays organisateur. Alors la trace, elle peut être de plusieurs natures, bien évidemment, il y a plusieurs traces. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est sur le plan social, par exemple, est-ce que les opportunités d'emploi générées par les Jeux Olympiques ont permis, et dans quelle proportion, à des personnes d'acquérir de la formation professionnelle, de découvrir des métiers, voire peut-être d'entamer une carrière professionnelle dans des métiers alors qu'ils étaient privés d'emploi auparavant. Ça, on est d'ailleurs, en cette année 2025, début d'année 2025, en train d'essayer d'apprécier justement quelle est la part des personnels qui ont pu conserver de l'emploi, voire se former ou être accrochés à certaines filières. C'est notable par exemple dans la filière de la sécurité privée. Il y a eu de forts recrutements du fait des Jeux Olympiques. Les effectifs de la sécurité privée ne sont pas retombés comme avant les Jeux Olympiques. Donc la filière a pu bénéficier des efforts de recrutement et de formation liés aux Jeux Olympiques. Donc voilà, cette charte a été élaborée sur ces bases-là, figurait dans le dossier de candidature, et la France était le seul pays à avoir dans son dossier de candidature des objectifs sociaux, et donc je pense que c'est aussi tout à l'honneur de la candidature française d'avoir été porteur de cette dimension-là. Et une fois que Paris a été sélectionné, donc on est en septembre 2017 à Lima, Paris est officiellement donc désigné. À ce moment-là, les premiers signataires, organisations syndicales et comités de candidature, portés effectivement par Bernard Lapassé et Tony Estanguet à l'époque, on se pose la question de la mise en œuvre, et là, naturellement, vient le besoin d'associer les organisations d'employeurs, les organisations patronales à la démarche. Parce que si on se donne des objectifs en termes d'emploi, de réglementation, de respect de la réglementation du travail, de lutte contre le travail informel, enfin, tout un tas d'objectifs de formation, tout un tas d'objectifs précis, il est évident qu'on a besoin de la coopération, pour le moins des employeurs, pour cette démarche. Ce qu'ils ont accepté de faire, et donc ils ont signé à leur tour la charte sociale, ce qui a aussi été l'occasion d'introduire un peu plus d'objectifs économiques. J'illustre le propos. Un des objectifs qui a été défini dans la charte, ça a été de considérer que les marchés liés à la préparation des Jeux, que ce soit les marchés liés aux infrastructures, ou que ce soit les marchés du comité d'organisation, les commandes de matériel, commandes d'équipement, les marchés en général, une part de ces marchés devait être réservée au tissu des petites et moyennes entreprises. C'était un moyen aussi une approche, je dirais, innovante, puisque, en règle générale, dans ce genre de gros événements mondiaux, ce sont des majors internationaux qui décrochent les marchés. S'il n'y a pas des clauses particulières, c'est eux qui décident de la manière dont ils répartissent le travail. Et là, il y avait une clause minimum, et ce qui fait que, notamment sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, je pense la phase travaux, mais là aussi Yann pourrait être plus précis que moi, mais aussi sur l'aspect équipement, tout un tissu de PME a pu accéder à des marchés, et qui dit tissu de PME, disent aussi les employés qui travaillent dans ces PME. Donc c'était aussi intéressant
de pouvoir faire bénéficier des retombées, entre guillemets, économiques et sociales, un tissu assez vaste. Et donc à partir de là, et je vais accélérer pour ne pas être trop long, on a créé donc 2 minutes et demie. Voilà, un comité de suivi, composé paritairement, les 5 confédérations syndicales, les 3 organisations patronales, qui s'est réuni chaque mois depuis la signature, depuis 2018, pour suivre la mise en œuvre, la bonne mise en œuvre de cette charte. Parce que d'aucuns au départ considéraient que c'était là principalement une affaire de communication. C'était un engagement un peu de communication, d'autant plus qu'on avait pour la première fois, là aussi c'était une innovation portée par la France, c'est la première fois que les organisations syndicales du pays organisateur, comme les organisations d'employeurs, siégeaient au 2 conseils d'administration qui préparaient les jeux. Alors comme je l'indiquais, dans d'autres pays qui organisaient des jeux, là où le fait syndical est interdit, c'était plus simple, il n'y a pas à se poser la question de la présence des syndicats. Mais il y a d'autres pays qui ont organisé des jeux avec des syndicats et jamais ils n'étaient associés à la préparation, à la conception de l'événement. Et ça, je pense que ça a été une bonne chose. Alors, je vous passe sur toutes les phases de dialogue, parfois un peu compliquées, tendues, parce que tout ça n'a pas non plus roulé comme ça aussi facilement. Mais en même temps, ça nous a ouvert des portes et nous a permis d'intervenir à chaque fois qu'on l'estimait nécessaire pour alerter sur des filières dont on estimait qu'elles étaient dans l'incapacité de répondre aux besoins qui avaient été identifiés. On peut parler de la propreté, on peut parler de la sécurité privée, on peut parler du bâtiment. À l'époque où on a été retenu candidat pour l'organisation des Jeux, on avait un gros déficit de main-d'œuvre dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Et on craignait par exemple une forte arrivée de travailleurs détachés. Et ce qui, sur le plan syndical, en termes d'expérience, et pas simplement en France. Assez souvent, on fait le constat, et le regret, que lorsqu'on importe des travailleurs, entre guillemets, d'un autre pays, même s'ils sont couverts par des textes européens, c'est quand même un moyen de favoriser une forme de dumping social. Et donc là, on avait même une clause dans la charte d'un dispositif particulier de suivi des conditions dans lesquelles les travailleurs détachés auraient été employés. Bon, il se trouve que l'environnement a été plutôt contraint à cet égard, parce que la crise Covid, notamment, a limité tous les déplacements, et entre autres, les déplacements de travailleurs qui auraient pu être détachés. Mais ça a provoqué donc des flots de recrutement dans plusieurs filières, et le tout étant de s'intéresser également aux conditions d'emploi de ces salariés qui allaient être embauchés pour les Jeux Olympiques. Donc c'était tout sauf une affaire de communication que d'afficher la présence d'un représentant des organisations syndicales et des organisations patronales. Et je crois que ça a participé à la réussite des Jeux. Je l'ai dit au conseil d'administration, naturellement, les personnels qui ont organisé, mais je pense que la présence des syndicats et la présence des organisations patronales ont aussi contribué à ce que ça se passe bien, globalement. Parce que bon, les plus sceptiques à l'extérieur de notre pays, mais aussi certains dans le pays, se posaient la question de savoir si les Jeux allaient bien se passer dans un pays quand même qui a l'habitude de faire des grèves, des manifestations, avec des syndicats perturbateurs très souvent. Et l'enjeu n'était naturellement pas de prendre les JO en otage, je prends volontairement ce terme que chacun peut comprendre. Par contre, c'était d'être exigeant sur les conditions sociales dans lesquelles tout ça allait s'organiser. Et nous avons fait la démonstration qu'il était possible à la fois d'organiser un événement de cette nature, dans le respect du droit social français, ce qui pour nous est un enseignement qui peut être utile, et on consacre aussi des efforts à le faire connaître à l'extérieur, à l'étranger, notamment à des amis syndicalistes, qui à leur tour vont avoir d'autres événements à organiser. Parce que trop souvent, ces organisateurs considèrent qu'au motif qu'on est sur un événement sportif, qui sont de plus en plus des événements appréciés sous un angle de rentabilité financière. Il faut dire les choses comme elles sont. On serait là dans une bulle qui n'aurait pas à se soucier des conditions dans lesquelles ça se prépare. Un exemple le plus marquant a été l'organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar, dans des conditions sociales tout à fait inacceptables. Donc c'est pour ça que notre coopération aussi avec l'OIT est importante, parce qu'on sait que l'OIT cherche à faire progresser dans sa démarche politique globale
pour la justice sociale, aussi le fait que des rendez-vous sportifs mondiaux puissent être organisés avec des objectifs sociaux affirmés. Et de ce point de vue-là, on y reviendra peut-être, mais je pense qu'on a vraiment une bonne expérience au travers de la mise en œuvre de cette charte en France. Certes une première, on aurait peut-être pu faire encore mieux, mais pour une première, je pense que c'est pas mal. Merci à vous, merci Bernard. Et alors, voilà, effectivement, c'est une première. On verra tout à l'heure comment capitaliser, aller plus loin et ancrer finalement ces cultures de sécurité. Donc, si vous voulez bien